Bonjour à tous. Bonjour Laura. Bonjour Olivier, bienvenue dans ce webinaire à tous. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Ok. Laura, le webinaire sera enregistré, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Il sera enregistré, vous le retrouverez en replay sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, dans le chat, vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. On y répondra en deuxième partie du webinaire. Vous avez aussi l'onglet questions si vous préférez pour vos questions. Bonjour. Bonjour à tous, merci à ceux qui nous saluent aussi par le chat. On va attendre encore quelques minutes avant de commencer. Bonjour, bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. Je crois comprendre qu'il y a des personnes de toute la France et peut-être d'ailleurs, on va voir. Est-ce que c'est OK pour toi, Laura, que l'on commence? Ouais, c'est parti. Allez. Du coup, je te laisse lancer l'enregistrement et puis je vais partager mon écran. Allez, c'est tout bon pour moi. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon pour toi, Laura? Ok, Yes. parfait. Et l'enregistrement a démarré, c'est ça? Ok, parfait. Ouais. Eh bien, écoutez, merci à tous et toutes pour votre présence aujourd'hui à ce webinaire dédié à l'action face au changement climatique. Comment passer de l'action des enjeux globaux à l'action locale. Donc, à l'issue de la COP26 qui vient de se terminer, eh bien, on va voir un petit peu comment la méthode Map in Action peut s'appliquer pour toujours accélérer l'action. C'est un petit peu notre leitmotiv chez MIA. Alors, le sommaire du webinaire, on va reparler de l'objectif de ce webinaire. Un petit rappel de qui est MIA, même si vous êtes nombreux et de plus en plus nombreux à nous connaître, mais l'équipe évolue et on va vous l'évoquer. On va faire un petit rappel sur les enjeux climatiques, là pour le coup un peu plus globaux, et en se focalisant de plus en plus au fur et à mesure de ce webinaire sur le pilotage de l'action et la mise en œuvre de ces actions. On va se centrer de plus en plus sur un objet qui nous paraît particulièrement intéressant pour accompagner la mise en œuvre de ces actions, qui est le PCAET, le Plan Climat Air Énergie Territorial. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis, illustrer cette démarche sur un cas d'application qu'on a pris l'initiative côté MIA de prendre, de se saisir. Donc, le PCAET de la métropole européenne de Lille, la MEL. On vous redira pourquoi nous avons fait ce choix comme cas d'exemple.
Alors, les objectifs, c'est tout d'abord de prendre un petit temps, 5 bonnes minutes pour repartager les enjeux climatiques globaux, de montrer comment on peut adresser ces enjeux de plus en plus, en se focalisant de plus en plus sur le niveau local, pour se concentrer sur la mise en œuvre des plans d'action et en particulier des PCAET, et pour l'illustrer, le PCAET de la métropole européenne de Lille. Alors, qui est MIA ou que devient MIA? Parce que finalement, MIA, c'est une entreprise qui a un peu plus de 2 ans d'existence. Enfin, le projet MIA est porté par l'entreprise ICO. Et le projet MIA, c'est un projet autour duquel finalement l'équipe grandit de manière importante. On a eu la joie d'accueillir ces derniers mois Xavier Passini, Moussa Thio, Isabelle Delannoy, Sylvain Seda, pour les personnes qui nous ont rejoints ces derniers mois et ces dernières semaines. L'entreprise a à peu près doublé là en 1 an. Et puis, on a des personnes surtout qui viennent d'horizons très différents, qui peuvent venir du secteur industriel, du domaine de l'économie symbiotique, de l'accompagnement des territoires. Et donc, on a une certaine richesse finalement de diversité de profils au sein de l'entreprise pour accompagner ce beau projet. Et notre leitmotiv et l'ADN en fait du projet Mapping Action, c'est de pouvoir mettre à disposition une méthode et des outils digitaux pour pouvoir accélérer le passage à l'action et le pilotage des plans. Alors, un petit rappel rapide sur les enjeux climatiques. Alors, la COP26, la conférence des parties, 26e conférence des parties a eu lieu ces derniers jours à Glasgow. Elle réunissait 197 pays signataires de la Convention. C'est une conférence de laquelle on ressort finalement avec un bilan relativement mitigé. Ici, je vous avais mis comme image le discours de Simon Coffey, qui est un ministre représentant, l'un des représentants des pays insulaires, qui a réalisé son discours à l'occasion de la COP26 les pieds dans le haut pour montrer aussi les conséquences assez directes du changement climatique à venir, mais déjà en cours. Alors, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, finalement, à l'issue de la COP26. Il n'empêche qu'on peut faire le constat qu'aujourd'hui, les politiques qui sont mises en œuvre et les actions qui sont décidées par les États, finalement, nous engagent sur un changement climatique qui est relativement conséquent. Si on le positionne sur un thermomètre, comme on le voit ici, quand bien même on met en œuvre les actions qui sont mises en œuvre par les plans décidés par les gouvernements, eh bien, on s'oriente vers un changement climatique dont l'un des symptômes est le réchauffement climatique, mais ce n'est pas le seul, comme vous le savez. Valérie Masson-Delmotte, qui est coprésidente du groupe 1 du GIEC, a l'habitude de dire que finalement, le changement climatique et le réchauffement climatique, c'est un petit peu comme la température du corps humain. Quand on a 1 degré de plus dans notre corps, on ne se sent pas très bien. À 2 degrés, on va voir le médecin. Et puis, au-delà de 3 ou 4 degrés, c'est sérieusement dangereux pour nous. C'est donc une image intéressante pour se représenter l'un des symptômes du dérèglement climatique, qui est donc le réchauffement climatique. Donc, on ne pouvait pas faire ce webinaire sans rappeler quelques éléments qui ont été partagés par le GIEC à l'occasion du rapport très important qui a été publié au mois d'août de cette année, puisque le dernier rapport datait de 2013-2014. Et donc, en ce mois d'août 2021, sur le premier volet du rapport du GIEC qui concerne les conséquences physiques, finalement, le phénomène physique du changement climatique, eh bien, on confirme le fait que l'augmentation de la concentration en gaz à effet de serre est sans précédent dans l'histoire de la planète. Si on remonte, ces concentrations ont été observées il y a 3 millions d'années, et ce qui est certain, c'est qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une augmentation aussi rapide que durant ces dernières décennies, depuis 100-150 ans, et en particulier évidemment depuis ces 50 dernières années. Sur cette base-là, on le sait, il y a des conséquences qui sont variables en fonction du scénario socio-économique qui pourront se réaliser dans les prochaines années et les prochaines décennies. À horizon de 2100, on a plusieurs scénarios qui nous orientent vers des conséquences sur le changement climatique, sur le réchauffement de la température, sur des conséquences sur l'augmentation des niveaux des eaux, de la concentration en CO2 dans l'acidification des océans. On a des conséquences qui sont variables et sur lesquelles les prochaines années vont être particulièrement décisives
pour la mise en œuvre des plans d'action pour atténuer finalement ce changement climatique. On sait également, et on reconfirme que les puits de carbone que constituent l'océan, les mers et les terres et la végétation sont des puits de carbone qui atteignent une certaine saturation, et plus on augmentera nos émissions de gaz à effet de serre, et plus il en résultera dans l'atmosphère. Donc c'est un élément important à considérer du côté régénératif finalement de nos écosystèmes. Nos écosystèmes ont la capacité de pouvoir régénérer une partie et d'absorber finalement une partie de nos émissions. Et l'atmosphère conserve une grande partie aussi de ces émissions. L'épisode du Covid a été un moment finalement sur lequel il y a eu une baisse significative, mais qui n'a pas eu pour un effet très important finalement sur la concentration globale et le stock de gaz à effet de serre qui est présent dans l'atmosphère, comme vous le savez. Et d'où l'importance de faire le constat qu'au niveau global, on a des enjeux, mais que ces dispositions qui sont prises par les gouvernements ont d'une certaine manière leurs limites, parce que ça fixe des caps, ça fixe des horizons, ça fixe des objectifs, mais dans les moyens mis en œuvre, on va le voir par la suite, on a besoin de rentrer plus dans le détail du concret des actions qui peuvent être mises en œuvre sur nos territoires. Enfin, pour illustrer justement le fait de pouvoir se focaliser de plus en plus sur des choses qui sont particulièrement concrètes et qui vont nous concerner de manière un petit peu plus pratique, on a le site Bonpote qui fait beaucoup de vulgarisation et qui publie des ordres de grandeur qui sont importantes. Autant on peut considérer, ce qui est un peu contre-intuitif, finalement une évolution du changement climatique plus ou moins linéaire, mais finalement avec des conséquences sur l'environnement qui ne sont pas, elles, linéaires et qui sont bien plus importantes au fur et à mesure que ce dérèglement pourrait s'opérer. D'où l'importance de l'atténuation et de l'urgence de l'adaptation. Alors, sur Mapping Action, on a évidemment l'habitude de mobiliser les données sous la forme de cartographie notamment, mais pas que. Et on a pris cet angle, et je remercie Sylvain Seda qui a contribué au sein de notre équipe à produire un certain nombre de ces cartes qui permettent en fait de pouvoir mettre en perspective ces enjeux globaux qui sont illustrés ici par les émissions de gaz à effet de serre par habitant, par pays, aux enjeux les plus locaux. Donc, on va revoir au fur et à mesure comment on peut justement zoomer de plus en plus près sur les enjeux qui nous concernent au plus près de chez nous, finalement. Et donc, à l'occasion de ce travail sur ce webinaire, on a souhaité re-regarder le plus large possible les enjeux globaux en se focalisant de plus en plus sur ce qui nous concernait sur nos territoires. Donc, les émissions de CO2 par pays et par région ici illustrées, et sur la même échelle, on va pouvoir se représenter les émissions de CO2 équivalents, donc les gaz à effet de serre émis sur les territoires, au niveau des EPCI. Donc les EPCI, c'est les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les métropoles, les établissements publics territoriaux, voilà, tout ce qui est vulgairement appelé les communautés de communes. Et on a la possibilité de zoomer avec les données qui sont fournies par le CITEPA, par l'ADEME, sur des données qui sont considérées au niveau de la maille de la commune. Donc on va pouvoir comme ça se focaliser de plus en plus en zoomant finalement sur là où sont pertinents finalement les plans d'action. Alors ça, on a certaines de ces illustrations qui ont été mobilisées, qui sont des émissions de gaz à effet de serre, donc des CO2 équivalents par habitant. On a fait le choix de le rapporter par habitant pour que ça ait un certain sens. Maintenant, on sait aussi qu'il est très important de le décliner aussi par type d'activité, parce que finalement, par habitant, qu'est-ce qu'il en est de quelles sont les sources d'émissions de gaz à effet de serre et celles sur lesquelles on peut agir. Et d'où des cartographies qu'on avait produites et qu'on vous présente à nouveau ici, qui sont par exemple sur l'activité liée à l'agriculture et qui seront rapportées sur la surface agricole utile ou ici sur des enjeux liés au transport, par exemple. Et on va pouvoir comme ça, à la fois en se focalisant d'un point de vue géographique ou sur l'activité, eh bien, réussir à identifier quels sont les enjeux, les opportunités, voire les risques qui peuvent être identifiés sur un territoire en mobilisant des données au niveau cartographique. Donc ça, c'est les travaux que l'on a réalisés sur le plan cartographique. Et maintenant, on va regarder un petit peu plus précisément comment accélérer la mise en œuvre de ces actions et au niveau de la France. Alors, oui. Olivier, on avait quand même une question intéressante de M. Mostafavi qui demande « Bonjour, ces émissions correspondent-elles à l'empreinte carbone production ou consommation ?» Alors, merci pour votre question. Alors, précisément,
je n'ai pas reprécisé la distinction entre émissions et empreinte carbone. L'empreinte carbone, ça prend en compte à la fois les émissions directes sur un territoire. Donc, par exemple, quand on utilise sa voiture, c'est l'essence que l'on consomme dans sa voiture. Et l'empreinte carbone intègre également l'ensemble du cycle de vie, qui est donc la production et le recyclage de la voiture. Donc, quand on parle de l'empreinte carbone, c'est les émissions également importées, donc c'est-à-dire les émissions qui ont été dues à la production, à la fabrication de ces objets, par exemple, à l'international. Donc, si on veut représenter des cartes consolidées qui ont du sens de manière assez directe, on peut faire le choix de se concentrer sur les émissions. Donc ça, c'est une partie de la réponse. On est sur les émissions, on n'est pas sur l'empreinte. On est vraiment sur les émissions. D'où la raison c'est la raison pour laquelle on arrive en France aux alentours de 6-7 tonnes d'équivalent CO2 par habitant, ce qu'on retrouve dans les chiffres de la stratégie nationale bas carbone, dans le Haut Conseil pour le climat. Donc ça, c'est la partie émissions. Si on prenait l'empreinte, on est plutôt autour de 10 tonnes aujourd'hui en France. Donc ça, c'est sur la partie, c'est une partie de la réponse concernant la distinction entre émission et empreinte. Et l'autre partie de la question, c'était, Laura? Je pense que tu as répondu. C'était sur l'empreinte carbone ou production ou consommation. Ah, production ou consommation, c'est effectivement les deux. Par contre, c'est en se concentrant sur la partie émission. Sur la partie émission nationale et pas uniquement, et pas en prenant en compte l'import de ce qui a été fabriqué en amont ou en aval du produit qui est consommé. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Alors, si on zoome au niveau de la France, on a 3 strates qui permettent de cadrer finalement la stratégie et la mise en œuvre des plans d'action au niveau français. On a la stratégie nationale bas carbone qui fixe, on va le revoir, une orientation sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre et une augmentation des puits de carbone pour arriver à l'équilibre. On va le voir juste après. On a le niveau régional qui produit le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, c'est le STRADET. Et donc là encore, qui est plutôt de niveau stratégique, au niveau des objectifs et des ambitions. Et on a ensuite précisément le PCAET, et ça c'est le plan qui nous a particulièrement intéressés pour cibler justement l'action qui était mise en œuvre dans les territoires et qui concerne, là c'est d'un point de vue légal simplement en France, toutes les EPCI, donc les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, donc des métropoles, des communautés de communes, des agglomérations, etc. Donc, si on revient, on dézoome donc, sur la stratégie nationale bas carbone au niveau France. Donc, voilà la trajectoire que la France s'est dit de suivre à l'occasion de ces prochaines années. Donc, on a un objectif ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'augmentation un petit peu des puits de carbone. C'est la partie en vert que vous voyez en bas. Alors, le Haut Conseil pour le climat alerte sur le... Donc, c'est une instance publique, indépendante, constituée d'experts reconnus sur ces sujets climatiques, qui donne un avis sur l'adéquation entre la stratégie nationale bas carbone et les actions mises en œuvre par le gouvernement. Et donc, il alerte sur le risque que les objectifs, notamment ceux de 2030, mais a fortiori ceux de 2050, ne puissent pas être atteints au regard de l'ambition aujourd'hui des plans d'action qui sont mis en œuvre au niveau gouvernemental. Donc là, on est au niveau encore national. On descend ensuite d'une strate, de 2 strates, c'est le plan climat, air, énergie territoriale. Donc le PCAET, il est cadré et il est produit par les communautés de communes, les EPCI globalement, et il est décrit par l'ADEME comme étant à la fois un plan qui se veut pragmatique, donc qui est une liste d'actions concrètes que la communauté de communes se dit de mettre en œuvre. Ils mettent également en évidence que ce PCAET doit adresser ces enjeux, mais peut aussi être l'objet de l'identification d'opportunités. Et c'est aussi sous ce regard-là qu'au sein de MIA, on voit le PCAET comme une opportunité en fait de faire évoluer, de faire transitionner les territoires vers des territoires qui soient à la fois plus adaptés, plus résilients, moins impactants sur l'environnement, mais qui dégagent aussi des opportunités d'emploi, de développement, etc. Et de bien-être également. Donc, le pilotage d'un PCAET à proprement parler, quels sont les besoins que l'on a identifiés pour le pilotage d'un PCAET au sein de MIA? Alors, on a aujourd'hui des outils de conception, évidemment, en amont.
on a aussi des outils de pilotage. Alors, je dis on, c'est extérieur à MIA. Hein. Les communautés de communes disposent d'outils de conception et de pilotage de type un peu de tableau de bord. Ils sont efficients pour l'élaboration des plans d'action et le suivi d'indicateurs. Mais finalement, entre la mise en œuvre, la conception d'un plan et la réalisation de celui-ci, on identifie une opportunité de pouvoir mieux mobiliser les données, créer des représentations communes, et ça c'est l'essence aussi de la démarche de Mapping Action, de pouvoir combiner également efficacement la partie diagnostic et la partie plan d'action, on va voir comment on le fait, et de permettre aussi une grande collaboration, parce que comme tous les projets menés sur des territoires, ça mobilise des acteurs publics, des acteurs privés qui n'ont absolument pas de lien hiérarchique entre eux et qui ont besoin de pouvoir disposer de méthodes et d'outils pour collaborer particulièrement efficacement pour l'atteinte des objectifs et la mise en œuvre des plans d'action. Donc ça, c'est la partie vraiment collaboration. Alors, pour répondre à ces besoins, on a considéré, à la lecture des PCAET et du cadre proposé et décrit par l'ADEME, qu'il fallait retranscrire finalement dans la démarche Mapping Action ce qui apparaît dans les PCAET, qui sont l'ambition et les objectifs communs, qu'il faut absolument bien matérialiser, pouvoir développer, et ça c'est particulièrement la méthode Mapping Action qui propose de pouvoir développer un vocabulaire commun à la fois des ressources, des actions, des projets et des relations surtout qui existent et qui constituent du coup des écosystèmes d'acteurs entre les ressources qui collaborent sur des projets. Donc pouvoir bien matérialiser ces représentations et créer ces représentations communes qui vont permettre à l'ensemble des acteurs du territoire de pouvoir se saisir du PCAET au-delà d'un document qui soit très bien décrit, mais qui soit plutôt sous la forme de fiches projet d'un PCAET, et pouvoir mieux se le représenter sous un outil notamment cartographique. Alors, on s'est saisi de l'exemple que l'on a sélectionné de la métropole européenne de Lille pour illustrer ce que peut donner le pilotage d'un PCAET à l'échelle ici d'une EPCI de taille assez conséquente, parce qu'il y a 95 communes dans la métropole européenne de Lille. Mais finalement, la démarche, c'était un exercice pour pouvoir justement valider la démarche et nous permettre de faire l'exercice de la capacité de mettre en œuvre la démarche Mapping Action sur un PCAET relativement conséquent, et c'est évidemment valable pour des PCAET, pour des communautés de communes qui puissent être de taille inférieure. Alors, le PCAET de la métropole européenne de Lille, en particulier, s'inscrit, comme on le disait, dans la stratégie nationale bas carbone et dans le cadre du SRADET, qui est décrit au niveau régional. Et évidemment, la métropole européenne de Lille, sans surprise, joue un rôle particulièrement important, même s'il y a d'autres pôles particulièrement importants aussi dans les Hauts-de-France, mais sa contribution au SRADET. Alors, on a souhaité, en se saisissant du PCAET de la métropole européenne de Lille, zoomer sur le programme d'action qui a été établi sur la période 2021-2026, qui a été approuvé en février, et qui se décline sous la forme de 3 ambitions. Donc, la première ambition, c'est d'accélérer la transition énergétique. Et ça, c'est sur le volet, finalement, qu'on pourrait qualifier d'atténuation. L'ambition numéro 2, construire une métropole résiliente, c'est finalement sur le volet qu'on pourrait qualifier d'adaptation. Et l'ambition numéro 3, une métropole solidaire, c'est sur le volet de lien social de la société et des citoyens, de l'ensemble des personnes qui vont pouvoir collaborer à la mise en œuvre de ce PCAET. Alors, on a aussi des impacts qui sont attendus sur la réduction des gaz à effet de serre, sur la réduction des consommations d'énergie. Ça, c'est les objectifs. L'augmentation de la séquestration de carbone, donc c'est les pictogrammes que vous voyez à droite. La réduction des îlots de chaleur, une amélioration attendue sur la qualité de l'air et de la santé environnementale, une meilleure adaptation, et enfin, l'implication de tous les partenaires et toutes les parties prenantes jusqu'aux citoyens. Donc, sur le PCAET de la métropole européenne de Lille, très rapidement, pour vous le montrer un petit peu, sur chaque ambition, on a des priorités. Donc, l'ambition numéro 1, on a les 6 premières priorités ici, énergie, mobilité, aménagement, etc. Sur l'ambition numéro 2, on a 2 autres priorités. Et sur l'ambition numéro 3, on a les 2 dernières priorités. Ce qui nous fait 3 ambitions, 10 priorités, et qui concernent 42 fiches actions qui sont décrites dans le PCAET de la métropole européenne de Lille. Et sur ces 42 actions, on peut avoir, au sein de chaque action, différents projets.
Et donc, du coup, possiblement des centaines, des milliers d'acteurs, en fait, et de ressources à mobiliser. Donc, comment gérer cette complexité d'un PCAET, que ce soit sur la métropole européenne de Lille, mais aussi d'un PCAET de n'importe quelle autre communauté de communes? On a une certaine complexité à gérer l'interaction et le rôle que peuvent jouer tous les acteurs sur ce type de sujet. Donc la réponse qu'on a considéré apporter finalement à ces enjeux et à ces besoins, c'est que pour le besoin de mobilisation des données, on a travaillé sur la mobilisation des données issues du PCAET lui-même, issues de la métropole européenne de Lille, et on a identifié certaines données qui peuvent être issues d'observatoires. Pour répondre aux besoins de la création de représentations communes, on a considéré qu'on allait être en capacité de pouvoir mettre en évidence dans MIA le lien finalement entre les actions qui sont identifiées dans le PCAET et les partenaires qui sont représentés également dans le document. On allait pouvoir également combiner les diagnostics et les plans d'action. Je vais vous montrer comment, sur des aspects cartographiques notamment, mais pas que. Et puis, finalement, proposer une approche qui puisse permettre de collaborer sur la mise en œuvre de ce PCAET, de se saisir finalement d'une démarche et d'un outil qui permettent à une communauté de communes de pouvoir contribuer sur un outil collaboratif. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu l'illustration de ce que ça donne sur MIA. Est-ce que c'est bon pour toi, Laura, pour passer sur cet aspect-là? Oui. OK. Je vais vous montrer. Vous voyez toujours mon écran, Laura, c'est bon? Oui, c'est plutôt OK. Alors ici, en fait, on va revenir ici on va enlever un petit peu tous les filtres et on va revenir sur notre environnement MIA que l'on a produit pour cette démonstration, donc, qui s'appelle Démo PCAET. Donc, on se représente finalement notre métropole avec l'ensemble des communes, donc des 95 communes de la métropole européenne de Lille. J'espère que c'est bon. Je vais essayer d'arrêter de zoomer et dézoomer. Voilà, donc là, on a la métropole européenne de Lille. On a la possibilité de repartir des émissions de gaz à effet de serre que l'on identifiait au niveau global, donc là, les enjeux globaux, pour pouvoir zoomer de plus en plus au niveau régional, au niveau des communautés de communes. Hop, il faut zoomer. Voilà. Et en zoomant de plus en plus, en se focalisant sur les enjeux liés à nos communes. Ici, sur notre métropole européenne de Lille, on va pouvoir se représenter finalement quels sont nos enjeux et surtout où se réalisent nos projets et quels sont les acteurs qui collaborent sur les projets. Alors, on a fait un exercice à l'occasion de ce webinaire de pouvoir finalement définir une typologie en fait de ressources, puisque comme vous le savez probablement, dans MIA, on a la possibilité de décrire une typologie qui soit particulièrement adaptée au contexte de chaque projet. Donc, il serait très différent pour un PCAET que pour tout autre type de projet accompagné par MIA. Et en fait, on a considéré que cette typologie avait du sens et on avait la possibilité donc de représenter les communes, évidemment, qui collaborent, les différentes directions de l'EPCI. Alors, sans trop de surprise, ces directions qui sont citées, elles sont à la métropole européenne de Lille. On a également des réseaux très importants au sein des Hauts-de-France qui sont, par exemple, constitués par les entreprises, notamment qui font partie du réseau REF3, la troisième révolution industrielle, qui est une initiative portée par des entreprises privées et qui contribue à la transition écologique des Hauts-de-France. Alors là, on ne les a pas toutes représentées, mais certaines sont représentées. Et on a également d'autres acteurs, les énergéticiens, des acteurs publics, des associations, etc. Donc, on a l'ensemble de ces acteurs qui sont représentables finalement, et on a un certain nombre de projets. Donc ici, on va retrouver nos 42 projets représentés sur notre territoire, qui représentent précisément les 42 actions, fiches actions, qui sont rassemblées dans le PCAET. On va par exemple prendre l'action numéro 5, on va prendre cette action-là par exemple, réduire l'impact de la mobilité. On va regarder un petit peu son écosystème. Alors, son écosystème d'acteurs, ici, on le voit, va mobiliser l'État en tant que partenaire. On va également, en zoomant ici, identifier
que un certain nombre de communes sont citées dans le PCAET comme étant bénéficiaires, ce que j'ai noté bénéficiaires, elles sont notées comme partenaires dans le PCAET. C'est des communes qui vont contribuer à la réalisation, la mise en place de la zone de faible émission qui va être dessinée autour de l'île pour catégoriser les transports qui sont autorisés avec certains critères pour se déplacer dans cette zone à faible émission. Et puis, finalement, ici, j'ai montré comment on pouvait identifier des partenaires potentiels pour la mise en œuvre de cette action. Pourquoi? Parce qu'en fait, en mobilisant un autre fond de carte, par exemple, ici, les bornes de recharge, eh bien, en fait, on se rend compte que les bornes de recharge qui sont disponibles sur le territoire, donc les bornes de recharge électriques qui vont contribuer à la réduction de l'impact de la mobilité, ben, finalement, sont localisées aujourd'hui, les 47 bornes disponibles sont localisées dans certaines communes. Donc, on a la possibilité d'identifier ici à la fois le diagnostic, donc de superposer le diagnostic, c'est-à-dire où se situent les bornes de recharge électrique sur la métropole européenne de Lille, et quelles sont du coup les opportunités de pouvoir développer cette action et de superposer diagnostic et plan d'action en identifiant les communes qui pourraient être partenaires dans la mise en œuvre et dans le déploiement de nouvelles bornes, puisqu'elles n'en disposent pas sur ces données que l'on a récupérées. Et puis finalement, c'est une manière, comme on le disait tout à l'heure, de relier à la fois le diagnostic, donc les faits finalement, et le projet politique. Par exemple, en conseil municipal en juin, la métropole européenne de Lille, en tout cas le conseil municipal, annonçait que la métropole européenne de Lille allait passer de 400 points de recharge à 4000 points de recharge d'ici 4 ans. Et ça, c'est le projet politique qui est porté et qui est retranscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du PCAET. Et on a la possibilité donc de partager, de construire des représentations communes, du diagnostic jusqu'au plan d'action pour aboutir au projet politique finalement qui est porté. Et ce qui nous paraît particulièrement efficient et important, c'est de pouvoir se représenter l'ensemble de ces projets, que toutes les parties prenantes de ces actions puissent pouvoir se connecter à un IA ou pouvoir disposer de ces représentations projetées à l'occasion de réunions, par exemple, pour pouvoir se représenter les actions qui sont menées. Le PCAET, je crois que je l'ai là, il est là. Donc ça, c'est le plan d'action 2021-2026, donc vous voyez avec toutes les actions. Et on a pu retranscrire une grande partie de ces actions dans MIA pour mobiliser du coup des représentations qui soient, de notre point de vue, encore plus efficientes qu'un document qui puisse lister finalement les actions. Donc ça, c'est la démarche que l'on a mis en œuvre sur le PCAET de la métropole européenne de Lille. Je vais essayer de vous montrer un autre projet, pour donner un autre exemple. Donc ici, on va changer de fond de carte, on va reprendre. Hop, on va prendre, je ne sais pas, l'action 2 par exemple, faire des réseaux de chaleur et de froid, des outils, hop, des outils au service de la transition énergétique. Et là, on voit que les réseaux de chaleur et de froid, et en particulier les réseaux de chaleur, vont permettre de bénéficier en fait à un certain nombre de communes, telles qu'elles sont citées dans le PCAET. Et c'est intéressant en fait de pouvoir se représenter ici le niveau action. Alors ensuite, on pourrait descendre au niveau de chaque projet qui est inscrit au sein de chaque action. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait, mais c'est tout à fait envisageable de pouvoir redécliner ensuite de manière encore un peu plus précise. Là, on est resté au niveau pilotage, disons, avec certains acteurs qui peuvent tout à fait à l'extérieur, l'ADEME, ça peut être le CERD ou d'autres acteurs. On va voir par exemple ici que si on prend l'action numéro 30, qui est améliorer la surveillance et la qualité de l'air, finalement, si on regarde l'écosystème d'acteurs, je ne suis pas sûr que toutes les personnes aient une représentation que finalement, aujourd'hui dans le PCAET, la mise en œuvre de cette action, finalement, mobilise des acteurs qui vont bien au-delà de la métropole européenne de Lille. Ça peut être des associations, des observatoires à l'étranger, d'autres villes qui sont partenaires de la mise en œuvre aussi pour le partage probablement de bonnes pratiques, etc. Donc voilà un petit peu l'illustration de la manière dont on s'est approprié un PCAET, qui est particulièrement normé, et donc du coup cette méthode qui est reproductible finalement dans le cadre de différents PCAET, pour adresser les enjeux de pilotage et qui me paraissent pouvoir apporter
particulièrement de la pertinence pour le pilotage de ces actions pour adresser des enjeux globaux aux actions les plus locales. Alors, en guise de conclusion, ben, en fait, on a produit un guide méthodologique à l'occasion de la création de ce webinaire pour le pilotage d'un PCAET avec la démarche de Mapping Action. Donc, c'est un document qui pourrait vous être partagé. On a un espace de démonstration sur lequel on s'est saisi de l'exemple pour prouver finalement le concept de pouvoir piloter le PCAET de manière efficiente sur le périmètre de la métropole européenne de Lille. Et puis, on a la possibilité, évidemment, d'apporter des environnements et des accompagnements clés en main qui sont dédiés au PCAET. On a voulu vraiment être très pratique sur l'exemple que l'on allait vous présenter aujourd'hui et vous montrer comment vous pouvez finalement tenter d'adresser des enjeux globaux en se focalisant et en zoomant de plus en plus sur le côté local, sur nos territoires, en mobilisant des données, en adressant des enjeux, en synthétisant les actions pour partager des représentations communes et piloter efficacement un PCAET. Voilà, donc je vous remercie et puis je vais regarder peut-être avec Laura si vous aviez eu des questions au cours de cet échange. Je crois qu'on avait prévu un échange jusqu'à 12h15, donc il nous reste 10 minutes à peu près pour échanger sur tout ça. Je vous remercie de votre attention. Oui, alors pendant la présentation, je crois que c'était pendant la première partie, il y a eu une question d'Isabelle Fouzanet. Comment font les Suisses pour émettre aussi peu avec toutes leurs industries? C'est une excellente question et qui c'est intéressant de creuser. Je n'ai pas la réponse, je ne me suis pas focalisé sur les émissions suisses, donc ça pourrait être un sujet sur lequel je regarderai a posteriori. Si quelqu'un a des éléments de réponse, peut les indiquer dans le chat. Donc je n'ai pas connaissance du fait qu'il y ait tant d'industries en Suisse, mais effectivement, ce qui importe, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est qu'ici sont évoquées les émissions. Et donc, ça ne considère pas les émissions, donc ça concerne les émissions nationales et pas les émissions importées du fait de la désindustrialisation. Donc, c'est important, mais c'est aussi sur cette base-là que sont positionnés les enjeux nationaux. Et si on considère la consolidation des enjeux nationaux, on peut atteindre évidemment des enjeux globaux, si chaque pays fait sa part dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Une autre question de Franck Espalivet. Quelles sont les sources de données que vous avez, que vous affichez? Oui, bien sûr. Alors, je vais pouvoir... Hop. Alors, on sait... alors, pour les émissions par pays, on est allé sur le site The World Bank, la Banque mondiale, sur lequel il y avait des émissions de gaz à effet de serre, donc de CO2 équivalent émises par pays. On a vérifié leur consolidation avec la source CITEPA. Et au niveau de chaque commune et chaque EPCI, on a également les émissions de chaque commune consolidée, qu'on peut consolider au niveau intercommunal, régional et également national, et qui sont fournies par l'ADEME, qui sont les inventaires de gaz à effet de serre territorialisés, les IGT. Je ne sais pas si tu as les yeux sur les questions, Olivier, mais donc une nouvelle question d'Isabelle Fouzanet. Parmi les émissions liées à l'industrie, quelle est la part liée à l'électricité et l'énergie exclusive? Alors, parmi les émissions liées à l'industrie, quelle est la part liée à l'électricité et l'énergie exclusivement? Alors, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse directement. Ce que je peux vous dire, c'est que pour reprendre par exemple le périmètre des Hauts-de-France, et en particulier un territoire que je connais bien, qui est le territoire du Dunkerquois, qui est le territoire avec les plus gros enjeux énergétiques en Europe, puisqu'il est à la fois très grand consommateur et très grand producteur ou transformateur d'énergie. Dans l'industrie, il y a une part importante qui est liée à la consommation d'énergie.
Mais finalement, il y a aussi une part importante qui est liée, aux procédés industriels. Ce que l'on voit lorsqu'on se focalise, je ne sais plus si je l'ai mis là dans la liste des cartes, mais on l'a produit sur un autre environnement. Les émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie, et à l'industrie, sont principalement liées aux, aux émissions liées à la production de chaleur, donc aux chaudières, soit individuelles, soit aux chaudières collectives, pour les réseaux de chaleur urbains qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore transitionné vers, de la biomasse. Donc ça, c'est pour le procédé de production de chaleur. Et pour l'industrie, lourde, on va dire, qui concerne notamment 2 industries que je connais bien, qui sont les industries sidérurgiques. C'est pas spécifiquement l'énergie apportée, mais déjà, le procédé industriel qui fait que ces gaz à effet de serre sont émis. Donc, lors du procédé industriel, on a une part importante d'énergie qui est produite et de gaz à effet de serre également. Est-ce que tu identifies d'autres questions, Laura? Une nouvelle question de Monsieur Moustapha Vi. Mon association Assiette Végétale accompagne les restaurants collectifs pour leur permettre de mettre en place une offre végétarienne quotidienne et de bonne qualité afin de baisser efficacement leur empreinte carbone. Pensez-vous que cette démarche pourrait s'insérer dans un PCAET? Je suppose que, par exemple, les cantines des écoles primaires des communes peuvent être concernées par le PCAET. J'ai envie de répondre oui. Je n'ai plus souvenir spécifiquement si, dans les PCAET que j'ai parcourus, les enjeux alimentaires étaient indiqués. Ce qui est sûr, c'est que les enjeux, ne serait-ce que de résilience alimentaire, sont identifiés comme des enjeux particulièrement importants et on a fait un travail, chez Mapping Action justement sur les PAT, et sur les enjeux de résilience alimentaire. Donc ça, c'est indiqué déjà sur notre site internet dans la partie actualité, il me semble, Laura. Donc ça, c'est sur la partie résilience alimentaire et évidemment, nos modes de consommation ont un impact et y compris sur la consommation, nos consommations alimentaires ont un impact et ont toute leur place, de mon point de vue, dans les PCAET. Donc, j'ai pas souvenir, mais si ce n'est pas le cas, sachez que assez régulièrement, les PCAET font l'objet de consultations publiques. Par exemple, le PCAET, du territoire de Paris-Aix-Marne-les-Bois, dans lequel on est aussi, pas mal ancré, a fait l'objet d'une consultation publique et les associations ou les citoyens peuvent aussi, suggérer ou apporter, des propositions, pour les faire, amender. Et pour rebondir à cela, une question d'Aurélie Gauthier. Les mairies ne sont-elles pas relativement libres dans la déclinaison du PCAET en plan d'action? Alors les mairies, en fait, sont particulièrement, impliquées dans les communautés de communes. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec, des personnes qui étaient à la fois maires de leur commune et vice-présidentes de l'EPCI en charge de la transition écologique, de la communauté de communes. Donc c'est cette même personne finalement qui, à la fois, parce que comme vous le savez, les EPCI sont pilotés par des agents territoriaux, mais également par des élus qui siègent au sein de l'EPCI. Et ces élus sont principalement issus en fait des communes qui la composent. Donc il y a un lien extrêmement fort entre l'EPCI et les communes qui composent cette EPCI. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Pour l'instant, il n'y en a plus. J'en profite du coup de ce petit temps calme pour vous remercier à nouveau pour toute votre attention. Voilà, on a essayé de faire un exercice qui soit particulièrement pragmatique, qui permette d'adresser ces enjeux globaux, mais en étant au plus près des actions. Voilà, on reste à votre disposition. Le webinaire sera disponible sur les plateformes, pourra être partagé. N'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions ou des projets, vous pouvez revenir vers nous ou même des remarques également pour nourrir aussi nos projets, nos travaux et nos réflexions.
La fresque du climat s'intègre très bien dans les PCAET, tout à fait. Il y a des volets souvent dans les PCAET de sensibilisation et d'engagement des citoyens, et la fresque du climat et d'autres projets peuvent y prendre part, tout à fait. Et une dernière question, peut-être, d'Isabelle Fauzanet. Y a-t-il un délai maximum pour les territoires pour répondre à ces réglementations? Pardon, excuse-moi? Un délai? Y a-t-il un délai maximum pour les territoires pour répondre à ces réglementations? Alors, j'ai plus en tête. Alors, l'obligation légale, c'est que les EPCI de plus de 20 000 habitants mettent en œuvre un PCET. Je sais qu'il y a un site internet, on pourra vous le partager par la suite, mais qui référence l'ensemble des PCET qui sont aujourd'hui adoptés. Voilà. Mais en tout cas, la législation oblige les EPCI de plus de 20 000 habitants à décrire et mettre en œuvre un PCET. Et ce qui nous paraît être la maille particulièrement intéressante. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ces projets que l'on porte au sein de MIA nous paraissent particulièrement pouvoir adresser ces enjeux de transition écologique, parce qu'en fait, on touche une maille qui nous paraît avoir du sens, qui n'est plus au niveau stratégique ou au niveau des objectifs, mais au niveau de l'action et de la mise en œuvre des actions et de l'adaptation de chacun de ces plans d'action aux spécificités de chaque territoire. On prend encore une question? Donc, une question de Julie Guillon. Comment les acteurs territoriaux se saisissent de MIA? Cela a-t-il permis de créer de nouvelles synergies mises en cohérence entre acteurs? Est-ce que tu veux apporter quelques éléments de réponse, peut-être, Laura, plus globalement, même au-delà du DPCAET? Tu me prends de court. En fait, simplement, oui, c'est à l'origine du projet MIA que de faire le constat qu'on pouvait manquer de représentation commune au sein des territoires pour partager les enjeux et la compréhension des écosystèmes qui peuvent contribuer à la mise en œuvre des actions. Quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient des projets de transition écologique, qu'ils puissent être des enjeux liés à la résilience des territoires, à des enjeux économiques, comme vous le verrez également sur l'Observatoire territorial des conséquences de la crise, que l'on met à disposition du public sur des aspects, là pour le coup, particulièrement économiques, liés à la crise du Covid. Mais oui, c'est effectivement de là qu'est né le projet Mapping Action à son origine, de pouvoir partager des représentations communes, et qui, on en a fait l'exercice et on l'a éprouvé à de nombreuses reprises à chaque fois. Lorsqu'on peut partager ces représentations qui sont claires, compréhensibles par tous, eh bien, en fait, on avait chacun dans notre esprit une représentation de ces écosystèmes et de ce plan d'action qui était sur un PDF de 70 pages. Et bien, finalement, en permettant de pouvoir se représenter de manière graphique, on mobilise encore de nouvelles ressources finalement de notre cerveau, et on peut collaborer pour pouvoir identifier des synergies possibles. Et ces synergies, elles naissent même à la base par le fait que très souvent, ces cartographies sont créées en collaboration avec les partenaires du territoire, et cette création finalement de représentation perdure et continue d'être utilisée comme un véritable outil dans les mois et les années qui suivent la mise en œuvre des plans d'action. Alors, je crois que nous n'avons plus de questions. On va pouvoir conclure. Merci beaucoup, Laura, et merci à tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. Oui, un grand merci à tous et voilà. à tous les participants. Un petit dernier mot pour se dire que là, on saute presque vers le Salon des maires, auquel on a la joie d'être présent avec le projet Mapping Action, pour rencontrer de nombreux élus et à qui on pourra continuer de pouvoir faire part de nos projets et des attentes de chacun. Très belle journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.